Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve sur une vidéo de Horror Arkham et nous allons donc commencer la mise en place du premier scénario et ensuite j'effectuerai donc l'interlude. Je ferai un petit interlude pour l'histoire. Pour ceux qui ne veulent pas voir la mise en place, parce que ça les intéresse pas, ça peut être c'est justifié, voir un mec pendant 30 minutes mettre des cartes, c'est pas très intéressant. N'hésitez pas à aller directement à l'interlude ou directement à l'épisode 1 si vous n'êtes pas intéressé par l'interlude. Voilà. Pour ceux qui souhaitent rester, on se retrouve tout de suite. Hop là. Donc là du coup, il y a le livre. On va partir sur une campagne de l'héritage de Dunwich. C'est la deuxième campagne. Qui existe sur le jeu, qui est venue après. La première c'est La nuit de la zélatrice, première campagne. Et la deuxième, c'est l'héritage de Dunwich. Pourquoi l'héritage de Dunwich? Tout d'abord parce que c'est une campagne qu'il y a énormément de gens qui l'ont déjà fait. Donc du coup, il n'y aura pas de spoiler. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais pas faire la dernière campagne, par exemple Innsmouth, s'il y a des gens qui l'ont pas faite, parce que du coup, il y a risque de spoiler et c'est moins intéressant pour vous. Que Dunwich, je suis pratiquement sûr qu'il y a énormément de monde qui l'ont déjà faite, voire archi refaite. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu prendre Dunwich. Et en plus, c'est une campagne qui est sympathique en termes de gameplay, parce que suivant les scénarios qu'on va retrouver, on va retrouver généralement différentes façons de jouer. Et pour ceux qui ne connaissent pas le jeu et qui veulent découvrir le jeu, je pense que Dunwich est une bonne campagne pour voir le gameplay du jeu, entre guillemets. Sinon, ma campagne préférée, ce n'est pas Dunwich, c'est la civilisation oubliée. Ça, c'est ma campagne préférée. Donc voilà. Mais pourquoi pas un jour, je la ferai aussi peut-être sur la chaîne, la civilisation oubliée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc là, ils nous disent quoi? En gros, là, ils nous expliquent quand on achète comme ça une boîte de luxe, on a un livret comme ça, exactement, voilà, comme ça. Et ils nous expliquent le principe de la campagne, voilà, que c'est une campagne de 1 à 4 joueurs, nanani, nanana. Il nous explique banni, ça veut dire quoi? On sait déjà. Et là, il nous explique la mise en place donc, de la campagne. Alors évidemment, suivant les campagnes, des fois ça change. Donc là, ils nous disent choisir son investigateur. Donc ça, je l'ai déjà fait, on a déjà vu, j'ai déjà choisi les 2 investigateurs. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on nous dit chaque joueur construit son deck d'investigateur. Bon, ça pareil, je l'ai fait sur la vidéo d'avant, c'est pour ceux qui sont intéressés. J'ai pas donné le deck en détail, puisque c'est quand même plus rigolo de le découvrir en même temps qu'on joue. Mais j'ai juste fait la construction avec vous, voilà. Constituer la réserve du chaos de la campagne, donc ça, on l'a pas fait. On peut se mettre en mode facile, en mode standard, en mode difficile, en mode expert. Alors évidemment, moi je vais jouer en mode standard parce que je suis nul. Je veux juste relever un petit défi, voilà, c'est ce qui est un peu dit ici. Je veux vivre un véritable cauchemar, ça je laisse à mes amis qui c'est des professionnels. Et en mode expert, alors là, c'est vraiment un truc de malade. Donc moi je vais jouer en mode standard. Donc là, on nous indique des pions à mettre dans ce qu'on appelle le sac du chaos. Donc je vais récupérer le sac Touloulou, un sac porte-bonheur évidemment. Hop là, voilà. Et dans ce sac là, du coup, on doit mettre les pions qui sont indiqués sur le livre, sachant que durant la campagne, on va être des fois amené à enlever des pions ou à en rajouter. Donc standard, on voit qu'il y a un +1 ici. Hop. Donc moi, mes pions, je les ai mis capsulés, comme 98% des gens qui jouent à Arkham. Pourquoi? C'est pas pour faire fanboy, pas du tout. C'est parce qu'en fait le carton, à force, vous voyez, c'est quand même du carton assez simple, standard. Et à force de les piocher dans le sac, si vous mettez pas de capsules, malheureusement ils vont s'abîmer. Donc les capsules font que ça reste quand même intact. Parce que on est quand même amené à piocher beaucoup de fois dans une partie, donc ça les abîme, c'est normal. Donc on a dit standard le +1. Faut que je le trouve. Alors, donc déjà, je suis sûr qu'il y aura le rouge, lui c'est échec automatique, ça c'est sûr, donc je peux le mettre dedans. Et l'end scroll, là je sais pas comment on appelle ça, qui est la réussite automatique entre guillemets, enfin la réussite quoi. Ça je le mets dedans, c'est sûr. Ok, ensuite il y a un comme ça. Donc il y a un comme ça. Donc un comme ça, voilà, c'est une sorte de cultiste. On verra à quoi ça correspond. Il y en a un. Il y a 2 têtes de mort, donc je prends 2 têtes de mort. Voilà, donc 2 têtes de mort, je les mets dedans. Il y a un -4.
1-4. Voilà. Il y a 1-3. 1-3. Ok. 2-2. -2 et -2. Donc 2-2. Voilà. Ok. Il y a 3-1. Je sais pas où ils sont mes -1. J'en ai pas ici. Ah si, 1, 2, 3. Donc 3-1. Ok. Voilà. Et 2-0. 1, 2. Voilà. Donc 2-0. Et plus 1, plus 1, 1 plus 1 comme ça. Plus 1. Donc vous voyez, par rapport au sac, il faudra bien qu'on calcule, nous, nos statistiques, nos chances. Comme on a mis par exemple 1-4, et donc ça veut dire qu'on a une chance de le prendre sur la totalité des pions. On a une chance de prendre aussi le signe rouge, donc qui est l'échec automatique. Et par contre, on a quand même plus de chances de prendre un -1 parce qu'il y a 3 chances de prendre un -1. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, il faut essayer de calculer comme ça, quand on va faire des tests, on va essayer de calculer quels sont les pourcentages, pas de piocher un jeton, parce que ça on s'en fout, mais quels vont être les pourcentages de réussite par rapport au sac. Si par exemple je fais un test et que mon test, j'ai +1 par rapport à la valeur du test qui est demandé, par exemple, ben je sais, si par exemple j'ai +1, ben je sais que je vais réussir si je prends le jeton +1, je vais réussir. Si je prends les jetons 0, je vais réussir. Si je prends les 3 jetons +1, je vais réussir. Donc ça fait 6 jetons où je vais réussir. Et après, si je prends les -2, je rate, -3, -4, je rate. Donc ça fait 4 jetons. L'échec automatique, je rate. Ça, je réussis du coup. Donc là, ça fait 5 jetons où je rate. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Compte 7 jetons où je gagne. Je prends pas en compte les jetons spéciaux, on va dire, parce que là, on connaît pas leur valeur. On va dire que voilà, on s'en fout. Et vous voyez, donc là, par exemple, j'aurais 7 chances du coup de réussir sur 5 chances. Et c'est ça qu'il va falloir mettre en évidence quand on va jouer. Il va falloir se donner un maximum de chances pour réussir des tests plutôt que l'inverse, qui est logique. Hein. Alors sans rentrer dans des calculs astronomiques, voilà, on peut la jouer en mode chance, mais quand même le fait de calculer un minimum le taux de réussite, va savoir aussi le nombre de cartes que l'on va pouvoir jouer sur par exemple les cartes compétences, sans over surcharger le délire. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple j'ai un plus, si j'ai un +4, je réussis sur tous les pions. Si j'ai un +4, je réussis sur tous les pions, hein, sauf l'échec automatique, mais l'échec automatique, qu'on mette n'importe quoi, on rate. Hein. Voilà, donc je réussis tous les pions si j'ai un +4. C'est pas la peine de surenchérir avec des cartes compétences qui pourraient rajouter +5, +6, +7, +8, puisque ça servira strictement à rien. Donc c'est ça qu'il faut trouver l'équilibre là-dessus, d'accord? Donc là, on a préparé du coup le sac, donc le sac du chaos. L'icône de l'extension, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Et là, après, ah oui, non, faut que je lise d'abord ça pour choisir le scénario, c'est vrai. Je me rappelais plus de ça. Je me rappelais plus. Donc du coup, moi, comme je connais évidemment la campagne, je vais quand même mettre en place le scénario. En fait, parce que pendant l'intrigue, il nous propose de choisir entre 2 scénarios. Et moi, du coup, je vais choisir le premier scénario. Voilà, je choisis toujours l'autre. Et je vais choisir le premier scénario, donc l'activité extrascolaire. Et vous comprendrez au moment de l'intrigue. D'accord? Donc ça, je vous lirai aussi au moment de l'intrigue. Là, on fait juste la mise en place, c'est tout en fait. On lit rien, on fait juste la mise en place, comme ça, pour ceux qui veulent pas voir la mise en place, ils peuvent directement sauter à l'intrigue ou directement au scénario. Voilà. Et c'est pour ceux qui connaissent pas le jeu et qui souhaitent savoir comment ça marche, et ben, le fait de faire la mise en place avec vous, ça vous donne des indications et vous comprenez un peu le délire. Pendant la mise en place, c'est facile, ils nous disent de réunir tous les paquets de cartes avec ce symbole-là. Quand on achète la Deluxe Box, enfin quand on achète la campagne entre guillemets, on a tout plein de cartes qui ne sont pas triées hein, évidemment, et du coup après c'est à vous de les trier par symbole. Donc moi j'ai j'ai des séparateurs qui sont donnés avec les renouveaux, mais j'ai aussi des séparateurs que j'ai fait moi-même, hein, ça peut arriver. Donc là, c'est avec les renouveaux. Et là, en fait, simplement, je prends tous les paquets qui nous indiquent, où ils nous indiquent les symboles. Donc, vous voyez, il y a une espèce d'hirondelle, une espèce de crabe, machin. Donc ça, moi, je prends tous mes paquets par rapport à ça. Donc c'est assez simple. Hein.
Donc par exemple, lui, il y est. Comment on voit le symbole d'un paquet de cartes? Bah, c'est simple, regardez. Et le symbole, il est indiqué ici au milieu, là. Vous voyez, il y a un petit coquillage ici. Et en fait, le petit coquillage représente le symbole qui est là. Donc ça, je sais que le petit coquillage, déjà, on en aura besoin. Donc hop, je le prends, je le mets de côté parce que c'est le livre qui me dit de le prendre et de le mettre de côté. Et ça, vous faites ça pour les, tous les symboles, tout simplement. Hop, ça, l'hirondelle, voilà. Le moulin, non. Ça, non. Ça, non. Alors, on va pas jouer avec le mode renouveau, on va jouer avec le mode standard. D'accord? Voilà, c'est tout. Ah non, j'ai aussi, oui évidemment, j'ai aussi ça. Hop, celui-là, ok. Et puis, c'est tout. Voilà. Je vais aller chercher les autres paquets parce qu'en fait, vu que, en fait, dans le jeu de base, en fait, pour pouvoir jouer avec les extensions, il faut quand même le jeu de base. Et il y a des paquets de cartes qui correspondent au jeu de base. Donc, je vais aller chercher le jeu de base. Voilà, donc j'ai ramené le jeu de base. Ah bah, il est à l'envers. Donc là, vous voyez, j'ai imprimé moi-même les intercalaires que vous pouvez retrouver de partout, hein, sur BGG, sur les groupes Facebook, vraiment partout. La communauté vraiment de Aurore Arkham JCE, elle est vraiment top, elle partage tout, il n'y a pas de... C'est vraiment, ils sont vraiment chouettes, vraiment sympas. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Ça, c'est clair. Donc là, on a besoin des portes. Il doit être là. Non, pas là. Parce qu'en fait, là, ça, c'est une campagne. Tout ça, c'est une campagne. Hop, jusque là. Jusque... Ouais, bon, je sais plus si c'est jusqu'où. Et là, après, là, c'est une nouvelle campagne. Parce que j'avais pas assez de boîtes, donc j'ai dû mettre 2 campagnes dans une, il me semble. D'ailleurs, cette campagne-là, c'est les rêves, je crois. Ouais. Il me semble que c'est les rêves. Ah non, c'est... Ah, je sais plus. C'est dire quoi ça? Enfin, je sais plus. Enfin bref, on s'en fout. Alors, les rats, non. Ça, non. Les portes fermées, oui. Voilà, je prends. 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque 2. Les portes clés, oui. D'accord. Et il manque les gros. Les pentacles, non. Les chèvres, non. Ça, non. Ça, oui. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en manque un. Le dernier. Donc d'où l'importance d'avoir des intercalaires, hein, vous voyez. Si vous n'avez pas des intercalaires, vive la galère, hein. Clairement. Il m'en manque un, par contre, je trouve pas. Ça doit être de par là, là. Voilà, donc c'est bon, on a récupéré. Donc j'ai récupéré tous les paquets de cartes qui m'étaient indiqués ici. Et du coup, normalement, le reste, on n'en a plus besoin, donc on peut le ranger. Ça fait de la place sur la table. C'est pas un jeu qui demande énormément de place, hein. Un petit peu évidemment, un peu comme tous les jeux, mais c'est pas non plus, il n'y a pas un gros plateau, vous voyez ce que je veux dire, donc ça va, ça passe encore. C'est pas, ça reste un jeu de cartes quoi. Ensuite, ils nous disent quoi? Il suffit de lire après, hein, tout simplement, hein. Une version différente de la carte bureau des enseignants sera utilisée en fonction de votre progression. Ah, là, pour l'instant, on n'a pas progressé. Donc, si l'activité extrascolaire, donc c'est le titre du scénario, et le premier scénario de la campagne, ce qui est le cas, utilisez la carte bureau des enseignants, la nuit vient de tomber. Mettez-la de côté hors jeu et retirez de la partie l'autre carte qui se dit il se fait tard. Donc en fait, déjà, je vais récupérer le paquet de cartes activité extrascolaire. Alors, voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Donc en fait, ils nous disent quoi? Ils nous disent que le bureau des enseignants, il y en a 2. En gros. Et on doit prendre que la nuit vient de tomber, on doit la prendre. Donc je la mets là. Par contre, l'autre, il se fait tard, on ne doit pas la prendre, on doit la mettre de côté. C'est ce qui est bien aussi, c'est ce qu'on va retrouver aussi souvent dans le jeu, c'est qu'il y a une rejouabilité, puisque c'est souvent qu'ils nous disent, bah vous prenez ce tas-là et puis vous laissez de côté ces cartes-là, ce qui fait que si on rejoue par exemple, eh ben on peut changer notre histoire. Donc il y a quand même une certaine rejouabilité, faut pas croire, qui est assez intéressante. Ensuite, donc mettez les cartes suivantes de côté hors jeu. Donc Jazz, Mulligan,
le mélange alchimique, l'expérience, le professeur Warren, le dortoir et le labo d'alchimie. Donc toute cette carte-là, il faut les laisser de côté. Alors, généralement c'est dans le tas qui correspond au jeu de base. Donc, professeur Warren Rice, ils nous ont dit le mélange alchimique, jazz, l'expérience, je mets tout de côté. Et puis, alors jazz, mélange, l'expérience, professeur, dortoir et labo chimique. Dortoir et labo chimique, voilà. Donc ça, toutes les cartes qui nous ont dit du coup de mettre de côté, pareil, on les met de côté. Pareil, même chose, c'est souvent... donc toutes ces cartes-là, on les met de côté et ça servira plus tard pour le truc, quoi. C'est souvent qu'ils nous disent de faire ça, de mettre des cartes de côté, comme ça, c'est pour plus tard. Donc c'est bien. Donc faut faire attention de ne pas trop se spoil quand on fait ça, par contre. Alors si vous êtes à plusieurs, si vous connaissez, si par exemple vous pouvez vous demander à votre femme ou votre fille de dire de vous mettre les cartes de côté, comme ça vous les voyez pas. Mais faut faire attention de pas se spoil. Si on fait un peu le truc vite, on se spoil pas, c'est pas non plus. Donc ça c'est fait. Ensuite, elle nous dit de mettre les lieux du cours de l'université, la bibliothèque, le bâtiment, nanani nanana, et que chaque investigateur commence la partie dans la cour de l'université. Et là, ils nous font une suggestion de placement des lieux. Donc, on va faire exactement comme eux, hein. Voilà. Alors, déjà la carte de scénario, activité extrascolaire. Par rapport aux pions, donc on aura toujours une carte comme ça qui va nous indiquer à quoi correspondent les pions spéciaux qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la tête de mort, le cultiste, et ça c'est le chouloulou, entre guillemets. Et il y a toujours le mode facile standard, et puis si on retourne, on passe en mode difficile expert. Donc nous on joue en mode standard. Et donc cette carte-là, moi j'aime bien la mettre par exemple ici dans le scénario, hop là, comme ça, elle est toujours à portée, voilà, je vais la mettre ici, activité extrascolaire, comme ça on sait exactement ce qu'on fait. Ensuite, on a toujours aussi des cartes, ce qu'on appelle des cartes actes et des cartes agenda, qui font une composition de livres, comme ça par exemple, et qui ont toujours des numéros en haut qu'il faut suivre. Par exemple, ici c'est marqué intrigue 1A, tu vois. Et si je passe à la deuxième, ça sera marqué intrigue 2A, donc ça suit en fait. Donc il suffit de les mettre dans l'ordre, 1, 2, 3. On voit que le livre, il part à gauche, donc c'est l'agenda. Et puis là, la même chose ici avec acte 1, 2, 3, même chose. Donc là par exemple 1A, 2A, etc. Donc là voilà. Et qu'on met à droite, ce qui représente du coup un bouquin. Et en fait on lira et on verra à quoi ça correspond. Donc ça pareil, on le met également de côté, ça va nous aider pendant le jeu. Donc ça pendant le jeu, voilà, on met de côté. Tout ça, sachant que derrière on a les cartes qu'on nous a demandé de mettre de côté. Et le sac de Choulou, moi je le mets derrière, ça j'en ai plus besoin. On va pouvoir le ranger, faire un petit peu de place quand même. Voilà. Maintenant on va pouvoir mettre les lieux qui nous ont indiqués. Donc je récupère, donc ça pour l'instant on a toujours nos tas de cartes ici, hein, on ne sait pas ce qu'on doit en faire, on nous a rien dit. Je récupère quand même les lieux qui nous ont dit de mettre. Et donc, ils nous ont dit, donc on va suivre la suggestion de placement, hein, on est bête et discipliné. On a la cour de l'université qui est au milieu, par exemple. À côté, on a le bâtiment des sciences, ici. Et de l'autre côté, on a la bibliothèque Horn, qui est ici. Voilà, ok. Et en dessous de ça, on a la maison des étudiants, le bâtiment de l'administration et le bâtiment des humanités. Donc ça veut dire que le bureau il me reste le bureau des enseignants, il faut la mettre de côté. Donc je la mets de côté. Et on place donc les lieux, même chose. Comme ça. Voilà. Comment ça fonctionne ? Quand on est sur un lieu, par exemple, on va avoir notre personnage qui va être sur un lieu comme ça, il va pouvoir se déplacer. Donc là, par exemple, elle se trouve à la maison des étudiantes. Elle va pouvoir se déplacer
dans un autre lieu. Voilà, tout simplement. Pour pouvoir se déplacer dans un autre lieu, il faut que ce lieu soit connexe, hein, ce qui est logique. C'est-à-dire que si vous habitez là et que là il y a votre voisine, vous allez pouvoir y aller. Par contre, vous n'allez pas pouvoir aller à votre Leclerc qui est ici, qui est super loin. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir prendre la voiture, ce qui est logique. Donc si le lieu n'est pas connexe, on ne peut pas y aller. Comment on reconnaît un lieu connexe? Déjà, tous les lieux, il faut voir que tous les lieux ont un symbole et une couleur. Donc là, par exemple, la maison des étudiants, il y a un symbole, une sorte de losange avec une couleur verte. Donc ça correspond à la maison des étudiants. Si je prends toutes les cartes qui sont tout autour, qui ont le même symbole et la même couleur que la maison des étudiantes, ça veut dire qu'elle sera connexe à ce lieu. Par exemple, la maison des étudiants, on peut voir en bas que il y a un plus et un égal un peu penché, en marron, enfin en rouge-marron et puis bleu-vert, vous voyez. Et ben ça veut dire que c'est les lieux connexes. Les lieux connexes. Sachant que là, il n'y a pas de symbole plus. Là, il n'y en a pas. Et il n'y a pas le symbole égal. Donc ça ne sera pas connexe à quelque chose déjà. Pareil, le bâtiment de l'administration, on voit que là, il y a un plus et il y a un petit... je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Donc là, je recherche les trucs, il n'y a rien de connexe aussi. Le carré, ah, là, il y a du connexe, vous voyez? Là, il y a du connexe. Ça, c'est important. Alors, je vais récupérer mes petites flèches. Parce qu'en fait, normalement, il n'y a pas de flèche. Normalement, on joue comme ça. Le problème, enfin, c'est pas un problème. Mais le truc, c'est que quand on joue, on doit tout le temps regarder qui est connexe à qui est connexe, vous voyez? Et c'est un peu galère. On perd en fait vite le fil. Et surtout, ça nous enlève l'ambiance du jeu. Donc, en fait, ce que la majorité des joueurs font, c'est qu'ils s'impriment des flèches. Alors, soit en papier, soit en bois, soit en ce que vous voulez. Et ils mettent des flèches comme ça. Ils savent exactement par quel lieu ils peuvent aller. Donc, moi, par exemple, j'ai des flèches comme ça, standard. Et je sais comme ça où on part. Donc par exemple de la cour d'université, je peux aller au triangle. Donc ici, hein, je vais vous montrer, attendez. Hop. Donc cour d'université qui correspond à un plus, comme ça. Je peux aller au triangle. Donc je peux aller ici, à la bibliothèque Horn, puisque c'est un triangle. Hein. Donc ça veut dire que là, ma flèche, elle sera comme ça par exemple. Que je pars de là pour aller là-bas. Maintenant, la question c'est est-ce que je peux revenir? Quand je suis ici, donc à la bibliothèque Horn, est-ce que je peux aller vers le plus marron? Oui, je peux aller vers le plus marron. Donc vous comprenez bien que du coup, les deux lieux sont connexes aller-retour. Donc, là, je vais prendre une petite flèche et je vais dire que ces deux lieux sont connexes aller-retour. Parce que je peux de ce lieu-là aller là et de ce lieu-là aller là. Par exemple. D'accord? Donc là, comme ça, pendant la game, j'aurais plus besoin de regarder, plus besoin de m'embêter à regarder les couleurs et tout. Je sais que je peux le faire. Et ça, on fait ça pour tous les lieux. Donc par exemple, après, j'ai la petite croix marron qui correspond à celui-là. Est-ce que celui-là, je peux revenir là? Oui. Donc pareil, c'est connexe ici. Par exemple. Lui, j'ai un autre symbole qui ne correspond à aucun autre. Par contre, lui, attention, bibliothèque Horn, j'ai un autre symbole, c'est le carré rouge. Le carré rouge, il est là. Donc ça veut dire que je peux descendre à la bibliothèque Horn en passant au bâtiment des humanités, en passant par la bibliothèque. Je peux descendre ici. Est-ce que je peux remonter? Oui, je peux remonter puisque là, il y a un triangle et là, c'est triangle. Donc je peux remonter. Donc là, on va mettre une petite croix pour dire que ça, je peux le faire. Par exemple. Après, je peux aussi, quand je suis là, aller dans le triangle. Est-ce que je peux revenir ici? Oui, je peux revenir ici. Donc pareil, ici, hop, on va mettre une petite flèche ici pour dire qu'on peut faire les retours entre là et là. Voilà. Et donc ça, on fait ça, vous avez vu, on fait ça pour tous les lieux. Hein. Donc c'est un peu galère au début quand on le fait, mais une fois que c'est fait quoi. On n'en parle plus après. Pareil, ici, je peux aller au carré, donc je peux aller ici. Par contre, est-ce que je peux remonter? Bah oui, je peux remonter. Donc hop, comme ça. Là, je peux aller au rond jaune. Est-ce que je peux revenir? Oui. Donc hop, comme ça. Voilà. Donc de la cour d'université, je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là, et je peux aller là. Je peux aller de partout en fait. Et à chaque fois que je suis dans une salle, je peux revenir. Et c'est quand je suis là, je peux aussi descendre ici. Est-ce que là, c'est relié par exemple? Non. Là, on voit qu'il y a un triangle.
qui est là. Après, on voit qu'il y a un plus qui est là. Donc, ça veut dire que cette carte-là, vu qu'elle a 2 symboles, et là, il y a 2 flèches, elle, c'est fini. Je ne pourrais pas remettre 2 flèches sur cette carte-là, c'est pas possible puisqu'il y a 2 symboles. C'est comme ça qu'on peut voir si on s'est trompé ou pas. Celle-là, pareil, elle a 2 symboles, donc 2 flèches, pas plus. Si je prends celle-là, elle a 1, 2, 3, 4, 5 symboles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, pas plus. Celle-là, elle a 2 symboles, elle a qu'une flèche. Vous voyez, celle-là, là. Elle a 2 symboles avec une flèche. Donc là, le deuxième symbole, est-ce qu'il correspond à une carte? Non. Donc là, déjà, on sait qu'au bâtiment des sciences, il va sûrement y avoir un nouveau bâtiment à débloquer. Parce qu'il y a un symbole et on ne sait pas où aller avec ce symbole-là. Donc déjà, ça nous donne une petite indication pour ceux qui débutent le jeu. Ils savent que déjà, au bâtiment des sciences, il y a peut-être possibilité, c'est pas sûr, de débloquer peut-être quelque chose. Mais c'est pas sûr. Le bâtiment de l'administration, pareil, il y a 2 symboles. Donc là, il y a une flèche, donc il manque certainement une flèche. Et pareil, même chose, il y a un symbole, mais il n'y a pas, il y a aucune, il y a rien qui correspond. Donc pareil, potentiellement, peut-être, je dis, on peut peut-être débloquer aussi un nouveau lieu. Mais c'est pas sûr, hein, tout ce que je vous dis là. Ici, pareil, il y a 2 trucs. Il y en a une là. Le deuxième symbole, même chose, on ne sait pas où il est. Donc là, on ne s'est pas trompé, du coup, on a mis toutes nos flèches. Et du coup, les flèches nous permettent de savoir où on va, hein. Donc je trouve ça plus sympa et je vous conseille de le faire si vous jouez en Horror Arkham. Comme ça, il y a une lisibilité en fait quand on joue qui est un peu plus importante et on se perd moins quand on joue. On a autre chose à réfléchir entre guillemets et ça s'enlève de notre tête quoi. Parce que si à chaque fois on doit vérifier, c'est galère. Après, vous êtes libre, vous êtes très bien libre de mettre vos cartes debout. Vous avez le droit, ça marche aussi, hein. Vous mettez vos cartes debout, hop, dans le bâtiment des sciences. Ça marche aussi avec votre personnage qui est par exemple dans le bâtiment des sciences. Donc vous mettez tous vos trucs debout, ça fonctionne pareil, hein. Voilà. Moi j'ai pour habitude de les mettre couchés, mais vous pouvez faire comme vous en avez envie, hein. Le personnage c'est pareil. Moi j'ai pour habitude de le mettre debout pour dire il est là, et vous pouvez très bien le laisser coucher pour dire bah voilà il est dans la salle là. Vous voyez, après vous faites vraiment ce que vous voulez quoi. Ça c'est à vous de juger de votre utilité. Donc là, on a mis en place comme c'était indiqué. Et après, il nous indique quoi? Il nous indique mélanger. Oups. Donc mélanger les cartes restantes, les cartes rencontres restantes pour former le deck rencontre. Ok. Donc toutes les cartes qui me restent que j'ai mises de côté ici, hein, en faisant la mise en place, on doit les mélanger ensemble et ça formera ce qu'on appelle un deck de rencontre. Donc je les prends toutes. Voilà. Et après on les mélange, je les mélangerai hors caméra, on les mélange. Alors attention, il faut extrêmement bien les mélanger. Pourquoi? Parce que comme on avait des tas qu'on a mis ensemble, si jamais c'est mal mélangé, vous allez rendre le jeu non équilibré. Parce que, par exemple, il peut y avoir des tas où il n'y a que des ennemis dans un tas. Donc par exemple, si vous prenez ce tas-là, on imagine ce tas-là, si ça faisait partie d'un tas, il n'y avait que des ennemis. Si vous mélangez mal ce tas, ça veut dire que vous allez vous taper, même si vous mélangez un peu, on va dire que vous allez vous taper 5 ennemis à la suite, vous voyez, parce que vous avez mal mélangé. Alors que si vous aviez bien mélangé, ça se trouve, vous allez vous en taper un, après peut-être autre chose, peut-être un autre dans 2-3 tours. Vous voyez, ça peut changer beaucoup de choses. Donc c'est très important de bien mélanger ce paquet-là. Donc moi je passe bien longtemps à le mélanger parce que je sais que ça peut être important pour la suite de l'aventure. Et c'est tout, on a fini du coup la mise en place. On nous dit juste par contre que les personnages commencent... chaque investigateur commence la partie dans la cour de l'université. Donc là, on prend nos personnages et on se met ici, voilà, dans la cour de l'université, puisque c'est là qu'on commence. Et puis après, voilà, on pourra commencer à jouer, tout simplement. Vous voyez, donc c'est assez simple. Au début, on pense que c'est assez fastidieux, mais en fin de compte, si on suit à la règle ce qui est écrit, c'est quand même assez simple. Il n'y a pas vraiment de problème. Voilà pour la mise en place. De mon côté, par contre, sur l'autre caméra, je vais vous montrer, j'ai fait la mise en place donc des personnages. Voilà, j'ai fait comme ça. Donc ça, je l'ai fait hors caméra parce qu'il y avait rien de folichon, on va dire. Avec ici, donc ça, c'est ce qu'on appelle les comptes actions, parce qu'à chaque tour, on a le droit à 3 actions. Donc je vais faire une action, je vais retourner le pion pour dire que mon action a été faite. Voilà, comme ça, vu que je parle beaucoup pendant une vidéo, je ne vais pas me perdre au nombre d'actions. Ici, on a les ressources. On commence toujours avec 5 ressources. Donc ça, c'est les ressources. Les ressources, ça sert à acheter des cartes, entre guillemets, à payer les cartes.
Ok, donc chaque personnage commence avec 5 ressources. On a notre investigateur qui est ici, donc on a Mintypan et par exemple Akashi. Alors du coup là on voit pas bien à cause de la lumière, je sais pas si j'éteins. Ouais. Alors peut-être que pour exceptionnellement, peut-être que pour enfin Aurora Arkham, vu qu'il faut quand même lire les cartes, peut-être que j'éteindrai la lumière. Faites voir si j'éteins la lumière, est-ce que vous arrivez à lire? Bah dites-moi dans les commentaires. Peut-être exceptionnellement que j'éteindrai les lumières pour essayer qu'on lise les règles. De toute façon, lire les cartes. De toute façon, vous inquiétez pas, je vous montrerai les cartes à chaque fois. Donc même s'il y a une carte que vous n'arrivez pas à lire, je vous la remontrerai, il n'y a pas de souci. Voilà. Pareil pour les investigateurs. On voit les stats ou pas? Attendez, je vais allumer la lumière, voir si on voit les stats. Avec la lumière, on voit pas les stats malheureusement, ça m'embête. J'aimerais que vous voyiez les stats. Donc malheureusement, je pense que côté investigateur, j'éteindrai certainement pour voir les stats, parce que là vous voyez les stats, hein, 4-4-2-2 par exemple. Ouais. Je peux peut-être rapprocher un petit peu à la rigueur. Je peux pas trop rapprocher non plus. Pourquoi? Parce on va mettre en place donc les cartes pour chaque personnage quand on va jouer. Ici donc il y a le deck d'Akashi et ici il y a le deck donc de Mintypan. Et au-dessus, j'aime bien faire au-dessus un truc comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la zone de menace. Donc quand il va y avoir par exemple un monstre ou autre chose, on nous dit souvent de mettre une carte dans votre zone de menace. Donc par exemple, si c'est cette carte-là par exemple, eh ben on la met devant nous et puis voilà. Ben là, moi j'aime bien faire un socle au-dessus pour les cartes de menace. Donc du coup, moi je les mets comme ça. Donc les cartes de menace, je les mettrai comme ça. Je monte la caméra un petit peu. Et puis comme ça, on verra toutes les cartes de menace ici pour Mintypan et toutes les cartes de menace ici pour Akashi. Je trouve ça plutôt sympa de faire comme ça. Et ici devant nous, on aura tous nos soutiens. Donc d'un côté, on aura Mintypan et de l'autre, on aura Akashi. Alors normalement, je fais un peu plus séparé. Mais là, à cause de la caméra, comme c'est une caméra petit angle, je peux pas faire plus grand, je suis obligé de rapprocher au maximum pour que vous puissiez aussi voir de votre côté. Mais les cartes, je vous les montrerai sur l'autre caméra. Donc généralement, quand je jouerai une carte, je la mettrai là. De toute façon, il y aura pas, je pense pas qu'il y ait 50 millions de cartes non plus devant. Hein. On verra comment on fait, mais peut-être que je ferai des... Enfin, on verra. On verra pendant la partie si ça passe ou pas. Donc voilà pour la mise en place. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve donc très bientôt pour le début de l'aventure, donc pour l'intrigue certainement. Donc n'hésitez pas à suivre l'aventure. Et puis après, on se retrouve donc pour l'épisode 1, c'est-à-dire pour le début de l'aventure. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.